Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici dans le cadre du Salon de l'Agriculture à la Porte de Versailles sur le studio Le Siècle Vert. On va aborder une question très importante. La grande distribution se moque-t-elle de la loi Egalim avec Michel Biérot, directeur exécutif achat et marketing Lidl France. Juste à ses côtés, Dominique Chargé, président de COP de France. Bonjour. À vos côtés, Jean-Baptiste Moreau, député La République En Marche de la Creuse et rapporteur de la loi sur l'alimentation. Je pense que vous aurez quelque chose à dire. Et agriculteur aussi. Et voilà, et agriculteur, éleveur avant tout dans la Creuse, bien entendu. Olivier Dauvert, bonjour. Bonjour. Expert grande conso et puis aussi... Directeur du think tank Agri-Agro des Échos depuis 5 ans. Et à la fin, on fera un focus sur les circuits courts avec Yuna Chifolo, donc auteur de Les circuits courts alimentaires entre marché et innovation sociale. Vous êtes sociologue, directrice de recherche à l'INRA. Merci d'être là. Alors, concrètement et très directement, est-ce que vous avez l'impression que la grande distribution se moque totalement de la loi alimentation? Écoutez, moi, si je peux commencer d'abord, moi aussi, je suis agriculteur, je tiens à le dire, avant d'être président de COP de France, vice-président de coopérative et agriculteur. Nous, au niveau de la coopération, on s'est engagé dans le processus des EGA avec beaucoup d'ambition. En tout cas, on a cru au processus et on s'est engagé, on y a participé. Bon, c'est vrai que je suis aussi conscient que tout ne peut pas passer par la loi. Nous sommes conscients que tout ne peut pas passer par la loi. Une grande partie de ce qui doit se passer maintenant est dans la responsabilisation des acteurs. Alors, la loi en elle-même aujourd'hui, par rapport aux orientations qui ont été prises, notamment le rehaussement du seuil de revente à perte, qui, je le rappelle, était quand même là pour faire en sorte que les agriculteurs puissent mieux vivre de leur métier par une revalorisation de leur prix. Aujourd'hui, moi, j'ai quand même tendance à penser que la théorie du ruissellement ne reste qu'une théorie. Il y a une filière, objectivement, qui est la filière de lait de vache, sur laquelle on a senti quand même que la loi GA avait apporté une évolution dans les comportements, c'est vrai, à grand renfort d'opérations médiatiques. Mais ce que je dis aussi clairement, c'est qu'il ne faudrait pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Donc s'il doit y avoir un changement des comportements et une prise en compte de tout ce qui était les objectifs et les ambitions de la loi Egalim, ça doit maintenant aussi se transmettre dans les autres filières, notamment les filières des viandes et les filières des céréales. Il n'y aura pas de ruissellement parce que le ruissellement n'a pas été organisé. C'est-à-dire on est en train de découvrir quelque chose qui a été vendu au monde agricole qui ne peut pas se passer s'il n'y a pas d'outils coercitifs. Le premier bénéficiaire du ruissellement ne sera pas le paysan, il sera le consommateur par tous les effets de détournement. C'est le thème de l'émission que la distribution va mettre en place pour rendre au consommateur d'une deuxième main ce qu'il lui a pris de la première main. C'était très simple à imaginer, Jean-Baptiste Moreau. Vous n'avez pas voulu le voir avant, vous le voyez désormais. Malheureusement, parce que je le regrette, il n'y aura pas assez de ruissellement au-delà de quelques cas d'annonces qui ont été mis sur la table, le lait par exemple, mais ça ne solutionnera pas le problème de l'agriculture, malheureusement. Jean-Baptiste Moreau. Non, mais c'est faux. On n'a jamais pensé à ce qui est du ruissellement qui se fasse naturellement. Il y a d'autres choses qui sont en train de se mettre en place. Il n'y a pas que le SRP et l'encadrement des promotions, c'est une partie de la loi. L'autre partie, c'est la prise en compte des indicateurs de coûts de production qui doivent apparaître en bonne et due forme et texto depuis le consommateur, depuis le producteur, jusqu'au distributeur. Le contrat du distributeur qui le lie à son acheteur doit stipuler clairement le coût de production initial qui a été pris en compte pour régler le producteur et le distributeur doit prendre en compte ce coût de production pour payer au juste prix. Mais si ce coût de production est trop élevé, que feront les acheteurs, d'ailleurs qu'ils soient de la distribution ou de la restauration? Ils iront chercher de la matière première sur des marchés où la compétitivité sera plus aboutie que sur le marché français. Malheureusement, encore une fois. Non, mais ça, c'est méconnaître le marché global aujourd'hui des produits alimentaires qui est aussi où il y a une demande du consommateur assez forte sur le local, sur le produit français, sur l'étiquetage et la traçabilité. Donc voilà, on peut en prendre en compte qu'une partie des paramètres. On aura une vision que très parcellaire effectivement de l'action. Mais il y a aussi une demande du consommateur de ces produits-là. 90% des produits ne vont pas être importés. Il faut arrêter de se faire peur avec des choses qui n'arriveront pas. L'application, ça se fait ou pas, Jean-Baptiste Moreau? Oui, elle rentre en application. Les coûts de production en viande bovine, ils ont été déterminés par l'interprofession le 31 janvier. Non, je pense que la loi toute seule ne fera rien. Moi, je pense que le contexte et l'esprit des EGA a aussi mis en avant ce qu'on a appelé la montée en gamme, c'est-à-dire, me semble-t-il, pour la société française, la volonté d'avoir une meilleure visibilité et une prise en compte d'un certain nombre de sujets sociétaux dans la façon de produire dans notre pays et pour notre alimentation.
Donc moi, je veux quand même y croire. C'est vrai que ça ne fera pas la totalité du marché et qu'on exporte aussi, dans le lait par exemple, 4 litres de lait sur 10. Mais je pense que cette prise en compte et cette demande, elle mérite une considération. Donc aujourd'hui, ce qui a été décidé par le rehaussement du seuil de revente à perte, ce qui a été décidé par l'encadrement des promos et ce que nous devons aujourd'hui avoir dans la modification des comportements, c'est une meilleure prise en compte de ce que sont la façon dont sont produits les produits agricoles aujourd'hui dans notre pays. S'il n'y a pas cette évolution, s'il n'y a pas cette prise en compte par les distributeurs de ce que sont cette production... Il y a deux autres paramètres quand même. Il y a le consommateur qui doit devenir un consommateur, qui doit mettre en accord ses actes d'achat avec ses demandes et les demandes qu'il exprime auprès des distributeurs et auprès des producteurs. Et il y a une autre chose quand même, c'est le lait, si ça a fonctionné assez rapidement dans le lait, il y a peut-être aussi une raison, c'est que c'est sans doute la filière la plus organisée où les producteurs sont le plus regroupés en organisation de producteurs. Parce que ce volet-là, il ne faut pas l'oublier quand même. Tant qu'on aura une production qui est complètement morcelée, où il n'y a pas d'organisation de producteurs suffisamment solide, où les agriculteurs, où les grands industriels sont capables de faire jouer la concurrence entre deux organisations de producteurs de taille très modeste, on ne sortira pas effectivement de la déflation. Olivier Dauvert, et puis vous avez remarqué qu'on a quand même un distributeur autour de la table qui n'a rien dit pour l'instant. On l'écoute juste après, Olivier Dauvert. Moi, je partage l'esprit de la loi État généraux de l'alimentation, bien évidemment. Je regrette juste qu'il n'y ait pas de mécanisme coercitif, parce que c'est être naïf qu'imaginer que les acteurs économiques puissent faire preuve de philanthropie, d'altruisme spontanément. Ça n'existe pas. Non, mais il va falloir procéder à des contrôles, mais vous savez très bien que dans une économie de marché, vous pouvez pas... Jean-Baptiste Moreau, contrôlez quoi? Rien n'oblige Michel Biérot à acheter le lait plus cher. Il le fait s'il le veut. Bruno Le Maire, il y a une demande de prise en compte des indicateurs de production. Bruno Le Maire a dit qu'il voulait contrôler justement. Mais contrôler quoi? Contrôler quoi, puisqu'il n'y a pas de... La prise en compte des indicateurs de production. Ah, ça, c'est autre Michel chose. Biérot, à vous. Moi, j'écoute avec beaucoup d'attention, mais en fait, alors, à la question, la grande distribution se moque-t-elle de la loi Egalim? Je réponds oui, en partie, clairement. Est-ce que la loi alimentation porte ses fruits? Non, clairement. Pour moi, ça reste une coquille vide. Enfin, c'est une loi qui, il faut quand même le rappeler, à l'initiative des États généraux de l'alimentation était formidable. Formidable. Et je l'ai dit il y a un an au président de la République, si derrière il y a une loi qui en découle, qui est forte, avec des contraintes, avec des sanctions, ce sera pari gagné. Ce n'est pas le cas. Cette loi repose uniquement sur la bonne volonté des uns et des autres. On est en 2019, on n'est pas chez les bisounours. La bonne volonté, moi, j'y crois pas. Donc chez nous, c'est très simple. Cette année, toute demande de hausse, je ai été très clair avec les ministères, avec Monsieur le Président de la République, toute demande de hausse, où on ne me donne pas une garantie à 100%, je dis bien à 100%, que chaque centime qu'on me demande ne retombe pas dans la poche de l'éleveur, l'industriel derrière aura zéro. Zéro. Parce que sans transparence, le ruissellement ne peut pas fonctionner. Donc c'est aussi simple que ça. Et chez moi, c'est très clair. Donc les quelques négos de marque nationale qui se terminent dans 4 jours, c'est quasi réglé. Bon, il y en a quand même certains qui me disent « Ah ben non, monsieur Biérot, attendez, on a des coûts de structure qui explosent. » Eh bien, chez moi, ça n'explose pas. Donc tout ce que je donne cette année dans l'état d'esprit des États généraux de l'alimentation, chaque centime qu'on me demande de hausse, je veux au centime près que ça retombe aux éleveurs et je veux que les éleveurs soient autour de la table. Je vais juste prendre un exemple. Pourquoi les industriels laitiers aujourd'hui se refusent que je communique sur un prix de base 38-32 ? Pourquoi ? La question qu'on va poser à Dominique Charget, qui connaît bien le secteur. Non, mais pour la transparence, pour ce qui concerne la transparence et dans notre fonctionnement coopératif, c'est une évidence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons à nos adhérents ce qu'est la transparence aujourd'hui de la moyenne des valorisations que nous avons. Simplement, ce qu'il faut aussi que M. Biérot comprenne, c'est que ce qui fait la rémunération d'un producteur de lait ou d'un producteur de viande, c'est la somme de nos marchés. Et qu'il représente, pour ce qui est Lidl, mais en tout cas pour l'ensemble de la distribution entre les marques et les marques de distributeurs, à peu près 50% de ce que nous commercialisons, ce que nous produisons et commercialisons. Donc c'est cette moyenne qu'il faut prendre en considération. Mais bien évidemment, et nous le faisons dans nos coopératives, mais moi je le fais dans la mienne, tous les ans nous présentons ce que sont les valorisations que nous obtenons sur différents marchés avec nos clients. C'est une évidence. Après de dire qu'effectivement il n'y a que l'augmentation ou les variations de la matière première qui doivent être prises en compte dans la construction des prix, ce n'est pas acceptable non plus. Il y a d'autres éléments. Il faut quand même expliquer pourquoi, sur la table aujourd'hui, dans les négociations, il y a des accords où il y a une enseigne, un industriel, qui communique sur un prix payé au producteur, et dans d'autres cas,
où il y a aussi une enseigne industrielle et on ne communique pas sur le prix payé aux producteurs. Le cas de Lactalis, il est fascinant. Savez-vous que Lactalis a fait signer une clause de confidentialité aux enseignes avec lesquelles il a dealé sur 2019 en disant vous n'avez pas le droit, vous, Leclerc, par exemple, puisque Leclerc et Lactalis sont signés, vous n'avez pas le droit de donner le prix. Moi, je ne suis pas là pour... Olivier, on est là pour qui? Pour les paysans, pour les industriels? C'est l'exemple type, vous inquiétez pas, Lactalis, il y a des choses qui vont se déclencher dans les jours qui suivent. C'est une excellente nouvelle. Je ne suis pas là pour régler le problème de Lactalis, je suis pour vous parler d'une organisation qui effectivement appartient aux producteurs et dont les producteurs décident collectivement des orientations qu'on prend, c'est la coopération. Et même si de temps en temps, et c'est normal, les producteurs posent aussi des questions à leurs responsables de coopératives, nous leur devons cette transparence et nous sommes en train de mettre un guide de gouvernance dans lequel nous améliorerons ces pratiques. Par rapport à la vocation de cette loi, qui est de dire qu'il faut augmenter le revenu, mais si on ne le dit pas, on fait que la moitié du chemin. Dans cette loi, il y a eu des sanctions qui ont été durcies, qui sont aujourd'hui en pourcentage de chiffre d'affaires. Le contrat tripartite dont parle Michel Biérot est effectivement quelque chose de très important et c'est quelque chose qui dans l'absolu, est ce vers quoi on doit tendre. Le problème, c'est que c'est un modèle idéal sur lequel on peut pas faire... Enfin, moi, j'aimerais que ce soit 100% de la production, mais hélas, ça ne sera pas le cas. Ce qui manque, c'est le côté coercitif. Bien sûr. Non, mais coercitif, il y a des sanctions qui ont été durcies. Il y a le médiateur des relations commerciales. Le médiateur des relations commerciales peut s'autosaisir sur des contrats qui vont être signés entre le producteur et son premier acheteur dans le cas de rupture manifeste de non prise en compte. Prenons un exemple concret. Les marges de la distribution aujourd'hui sont en train de progresser grâce au relèvement du seuil de revente à perte. C'est factuel. Ces marges-là, rien ne les oblige à ce qu'elles remontent vers la production. Ils peuvent baisser leur marque de distributeur. Vrai ou faux? Oui, vous avez raison. Olivier, vous avez raison, et c'est évidemment le prochain combat. C'est de mon point de vue le prochain combat sur lequel il va falloir qu'on se penche. Mais le système tel que vous le décrivez, il paraît simple et en fait il ne l'est pas. Parce que les produits sur lesquels le seuil de vente à perte a eu un impact ne sont pas les produits qui utilisent les plus de la production agricole, en tout cas issue de la coopération. C'est au contraire les produits normalement sur lesquels il devrait y avoir une baisse des marges pour restituer un peu de valeur vers les coopératives et vers les producteurs. Et ça, effectivement, le système, il est dur à faire fonctionner. D'abord dur à faire comprendre et ensuite à faire fonctionner. C'est pour ça qu'on ne peut pas présenter la loi EGA comme une perspective d'amélioration significative du revenu agricole parce qu'il y aura des désillusions. C'est l'état d'esprit, Olivier. Proposer des systèmes parce que... On ne fait pas un compte d'exploitation, ni on ne vit pas avec un état d'esprit, on vit avec des euros. Non, mais la critique est excessivement facile, mais proposer des solutions parce qu'on a été au maximum de ce que la législation et ce que le droit des sociétés nous autorise aujourd'hui au niveau français, au niveau européen. On a tiré sur le droit à la concurrence, il y a eu des avancées sur Omnibus, on a tiré au maximum. Une proposition dans notre think tank depuis plusieurs années, obliger la visibilité de l'origine des matières premières au-delà des deux marchés sur lesquels... Attendez, Jean-Baptiste. Ça a été interdit. Quand le FOL l'a obtenu, il l'a obtenu au titre de l'exception. Non, France. L'origine France. L'origine France. Mais c'est toujours le cas dans les produits transformés. Moi, je milite pour que l'origine France ou l'origine étrangère, quand vous achetez un filet de poulet à la provençale en plat cuisiné, si le filet de poulet il est polonais, comme c'est souvent le cas, ça sera écrit en face arrière du pack en caractère 2. Moi, je milite pour que ça soit écrit en aussi gros en face avant que la plus grosse promesse. Si c'est marqué demain filet de poulet à la provençale, origine Pologne, vous allez voir que vous allez détourner la demande consommateur vers de l'origine France et donc vous allez soutenir les Jean-Baptiste Moreau, bonne ou mauvaise idée? Non, mais l'étiquetage origine France, c'est déjà le cas. Non, pas la visibilité. Il faut la visibilité. Il faut que ça soit écrit en gros que c'est français ou non, et pas en petit. Dans tous les cas, c'est écrit. Si le consommateur veut regarder, il sait d'où vient le produit aujourd'hui. Ce qui n'était pas vrai, effectivement, ça a été négocié. C'est une expérimentation qui a été négociée par Stéphane Le Foll et qui a été reconduite, qui devait s'achever l'année dernière et qui a été reconduite jusqu'à 2020. Si c'est du porc origine UE, ça va être écrit en tout petit derrière, donc le consommateur ne le sait pas. Il faut la transparence via la visibilité de l'origine. Tant qu'on n'aura pas fait ça, on ne détournera pas la demande conso et on ne soutiendra pas les Michel Biérot, c'est une démarche assez simple. Vous seriez prêt à le mettre en œuvre? Ce que vient de dire Olivier, sans problème. D'ailleurs, il y a un an sur le salon de l'agriculture, on l'a demandé, on l'a affiché sur le stand en disant demandons à obliger tous les industriels et nous distributeurs. Mais même quand c'est pas français, surtout quand c'est pas français, parce que c'est ça l'intérêt de la demande. C'est le consommateur qui fera son choix. Exactement. Ça ne pose aucun problème. Et on va détourner la demande une partie et donc on soutiendra les cours. On se détourne de la loi alimentation, je pense, mais par exemple, il y a un autre point de la loi alimentation, l'encadrement des promos à 34%, formidable. Lidl a déposé un amendement via des parlementaires pour interdire les promos sur le porc, le bœuf et le lait. On veut sauver le monde agricole, on ne veut pas le sauver. Depuis le 1er janvier, je n'ai jamais vu autant de promos que depuis le 1er janvier
date d'application de la loi sur l'encadrement des 34%. On voit du lait, je peux vous le montrer, j'ai des photos plein le téléphone, du Lactel à 59 centimes le litre. Excusez-moi, quand un éleveur il devient consommateur et qu'il va dans le supermarché et qu'il achète un pack de lait, un litre de lait pardon, à 59 centimes, bah, ça le met hors de lui. Il fait mal, donc pourquoi on n'interdit pas? On ne fait pas de promo sur les fruits et légumes et ça fonctionne très bien. En donc, quelques phrases, je pense qu'objectivement, effectivement, l'esprit était partagé par beaucoup au niveau des États généraux. La loi, elle est ce qu'elle est, elle ne fera pas tout toute seule. Même si sur une filière, il y a des choses perceptibles, ça ne suffit pas. Et je partage l'idée qu'il n'y a pas de mécanisme coercitif pour faire en sorte que ce ruissellement fonctionne. Et ce que je peux vous dire, en tout cas dans les remontées qu'on a nous aujourd'hui dans la fin de ces négos, c'est que les distributeurs font preuve de beaucoup d'imagination pour trouver des artifices et détourner effectivement l'esprit et surtout les bénéfices de cette augmentation du SRP. Les circuits courts, on a la chance d'avoir une sociologue, directrice de recherche à l'INRA, Yuna Chifulo. Qu'est-ce que vous avez pensé du débat ? Déjà, merci de m'avoir invité parce que c'est toujours passionnant de voir un peu aussi la distribution, la grande distribution en particulier qui se cherche. Et je pense que Olivier Dauvers, et je confirme ce qu'il dit, c'est que les consommateurs ils ne savent pas suffisamment d'où viennent les produits et c'est pour ça qu'on comprend aussi le renouveau des circuits courts alimentaires qui ne sont pas récents en France, puisqu'ils sont liés aussi à l'histoire de l'agriculture et du commerce. Mais pour autant, ils sont en plein renouveau depuis la fin des années 2000. En lien avec la crise de la vache folle qui a fait peur. Et les gens ont voulu se rassurer, mieux savoir d'où vient ce qu'ils mangeaient à travers les circuits courts qui prennent aujourd'hui des formes différentes, qui ne se limitent pas au système militant qu'on peut caricaturer par ailleurs. Ils sont un peu partout. Finalement, on trouve des produits en circuit court, y compris dans la grande distribution. Sans forcément que ce soit bien mis en valeur, à savoir que ça peut être trop mis en valeur et donc mis en scène et du coup les consommateurs doutent et ils ont raison de douter parce que souvent c'est pas forcément très sérieux derrière et puis parfois par contre c'est des partenariats vertueux sur lesquels on communique pas suffisamment. Donc voilà, moi je m'intéresse à ce renouveau en lien avec des consommateurs à la fois inquiets mais en même temps pas seulement, qui essaient aussi, qui s'interrogent sur comment ils peuvent contribuer à une autre agriculture, mais aussi peut-être à une autre économie. On va au-delà simplement de la question agricole et on essaie de savoir qui on est aussi en tant que consommateur, mais aussi citoyen. Pour moi, les circuits courts, c'est la ruche qui dit oui, non, pas seulement. Il y a d'autres formes ? Pas seulement, c'est différents modèles justement. Et dans le livre, j'essaie de montrer qu'il y a au moins 5 modèles de développement autour de ça. Leur diversité est intéressante parce que chacun on a un modèle très militant qui va affirmer un certain nombre de valeurs. On a des modèles plus entrepreneuriaux qui vont au contraire être intéressants du point de vue de la logistique aussi, puisque c'est un des points faibles des circuits courts. On a des modèles très coopératifs, très territoriaux, où c'est moins le nombre d'intermédiaires qui compte que finalement des coopérations locales. Et là, on a des coopératives, je pense à Ferme de Figeac par exemple, qui construisent des modèles très intéressants. Donc voilà. Donc c'est une diversité de modèles qui en fait la durabilité. On a pioché des initiatives, des innovations dans chacun de ces modèles pour pouvoir construire une agriculture plus durable. Mais ça reste encore que quelques pourcents, voire moins de 2%. Je sais pas, c'est très très peu. Olivier Dauvers, à moins que vous connaissiez le chiffre. Allez. C'est une consommation qui est extrêmement minoritaire, déjà parce qu'on oublie trop souvent, dans la bien-pensance alimentaire, qu'un Français sur deux, quand il rentre dans un magasin, il gagne 1 600 € par mois ou moins. Donc, ces formes de vente qui, pour une part, participent à une forme de valorisation par une montée en gamme de la consommation, tout le monde ne peut pas se le permettre. Et quand on se le permet, c'est de manière marginale. Le lait, c'est qui le patron? Il est super intéressant. C'est un carton absolu, c'est qui le patron? Ça représente quoi du marché du lait? Très peu. Et pour autant, c'est un carton, c'est pas incompatible. Donc ça illustre bien à quel point il faut relativiser cette alter-consommation et cette attente de valorisation. Yuna, reprenez le micro. Non, alors je suis pas d'accord, je peux pas laisser dire ça parce que non, ce sont pas des faits parce qu'on a fait des enquêtes aussi à l'INRA et on a fait une enquête nationale. C'est 42% des Français qui utilisent les circuits courts. C'est une population 42% au moins à 25 € de moyenne hebdomadaire.
Ne mélangez pas un taux de pénétration et la part sur le marché. Non, non, le bio, 90% des Français achètent bio, ça pèse 5%. Vous voyez, il faut relativiser. Je ne mélange pas. En 2013, les circuits courts représentaient 10% des achats alimentaires. C'est pas 42, vous voyez déjà. 42% des Français utilisent les circuits courts en moyenne. Pour éviter de laisser penser que ça pèse un poids que ça ne pèse pas. Non. Je n'ai pas de problème avec les circuits courts, ça reste marginal. 10% des achats alimentaires en 2013, au moment où la ruche qui dit oui n'existait pas, c'est-à-dire qu'on a... Ça reste marginal. Ouais, mais enfin, cela dit, c'est beaucoup quand même. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais moi, je suis toujours contre cette idée qui consiste à donner un poids à une tendance qu'elle n'a pas. Non, on mélange la vitesse et le centre de gravité. Deuxièmement, ils ne sont pas réservés à une élite. On montre que même s'il y a un peu plus de cadres et de retraités, pour autant, on a des employés, on a des ouvriers et on a une démocratisation. On le voit, on est sur des études plus récentes, puisqu'on a des circuits courts qui sont plus visibles et plus ouverts donc, à ces populations. Donc non, on met même des circuits courts dans l'aide alimentaire, des produits locaux. Donc les choses sont en train de changer et je pense que ça arrange beaucoup de gens de penser qu'ils sont minoritaires. Pour autant, on est sur un mouvement de fond, d'autant que ce que les consommateurs apprennent quand ils consomment en circuit court, ils le rebasculent sur les circuits longs. Et donc là aussi, les circuits courts, il ne s'agit pas tant de penser qu'ils vont se substituer aux circuits longs, mais ils vont permettre aux consommateurs de devenir plus citoyens, consommateurs comme vous le dites, et finalement d'avoir des comportements plus exigeants vis-à-vis de la grande distribution. C'est ce qu'on leur souhaite. Si vous voulez en savoir plus, les circuits courts alimentaires aux éditions RS, à lire bien entendu. Madame, messieurs, merci beaucoup d'être venus parler ici de cette loi alimentation qui est si importante pour les agriculteurs et il faut qu'elle fonctionne. Merci et merci à vous. Merci.